Coucou! Les épisodes 21 et 22 sont une présentation de la Société historique 1775-1783. Je t'invite à suivre leur groupe Facebook pour connaître tous les détails de leurs actions qui mettent en valeur les événements de la guerre d'indépendance américaine ayant eu lieu ici au Québec. Leur objectif? C'est d'éduquer, de partager et de faire vivre l'histoire avec une approche éducative et apolitique. Puis je t'ai fait ça simple. Tu peux trouver le lien de leur groupe dans le descriptif de l'épisode. Puis je te dis ça de même, c'est le premier lien que tu vas trouver dans la liste. J'en profite si jamais tu as envie de commanditer un épisode de Team Madame pour parler d'une madame historique en question, une madame en lien avec ton musée, ton événement historique, bref, ton projet. Écris-moi, il y a plusieurs options dispo. Balado, spectacle de contes, légendification vivante, etc. Voilà, c'est tout. On se donne rendez-vous à Trois-Rivières les 13 et 14 juin prochains pour une reconstitution de la bataille des Trois-Rivières de 1776. 250 ans, c'est un bel anniversaire pour se jaser de ça, non? Puis 130 $ à l'époque, ça représente une somme considérable. Puis ça, là, c'est juste pour les soins qu'elles ont administrés avant la bataille parce que on connaît pas le montant pour après la bataille. Je pense qu'elles étaient ben trop dans le jus pour prendre des notes. Mais comme il n'y a rien de plus permanent que du temporaire, jamais, au grand jamais, les Ursulines ont vu la couleur de cet argent-là. Parce que devant chaque grande femme, il y a toujours un homme qui lui fait de l'ombre. Il faut farfouiller, dépoussiérer, chercher pour qu'on puisse se le raconter, notre matrimoine. Parce que même si l'histoire a voulu les oublier, elles ont bel et bien existé. Ces femmes ont une histoire et un nom. Je m'appelle Valérie Deschamps, je suis professionnelle en matrimoine et conteuse. Je vous souhaite la bienvenue dans le balado Team Madame. On s'est quitté dans le dernier épisode avec le siège de Québec et la grandiose Marie-Barbe Loisel, celle qu'on a appelée aussi Mademoiselle Baboche. Là, si t'es arrivé ici sans avoir écouté l'épisode 21, je te suggère de faire pause puis d'aller l'écouter. Cet épisode-ci, le 22, c'est comme la continuité de l'histoire de l'invasion américaine de la Province of Québec. Mais tu sais, comme il n'y a pas juste le siège de Québec qui s'est passé pendant ce temps-là, l'histoire que je vais te raconter parle de celle de ma contrée natale, Trois-Rivières. Ça met en vedette les récits des Ursulines de Trois-Rivières et la messagère d'importance capitale, Joseph Girard. Place à notre matrimoine avec les événements de janvier à juin 1776 dans le regard de nos Team Madame. Quand on lit la majorité des articles sur la bataille des Trois-Rivières, on parle pas vraiment du avant puis du après. Il y a genre un seul papier qui fait état de pas mal tout. Cela dit, ailleurs, on parle pas beaucoup non plus de l'expérience des madames dans ce genre de conflit-là, outre le fait qu'elles ont écopé comme si c'était que ça qui s'était passé pour elles. Mais quand on regarde ça comme du monde, on peut s'apercevoir que ben non, la résistance fait aussi partie de leur histoire. On recule un petit peu dans le calendrier. Décembre 75, comme j'en ai parlé dans le dernier épisode, Trois-Rivières capitule parce que les Anglais sont partis avec vivres et matériel de défense, ce qui fait qu'ils n'ont pas ben le choix de capituler et de laisser place aux Américains. Ils arrivent, puis certains vont directement chez les Ursulines pour recevoir des soins. Il y en a qui sont blessés tellement gravement ou ben tellement malades qu'ils vont rester genre 1 mois au monastère des Ursulines. Ces infortunés et, en général, tous des soldats bostonnais souffraient de la privation des choses les plus nécessaires. Mal vêtus, sans pain, sans presque aucune provision, ils étaient tous réduits à la misère et de l'indigence. Ils vivaient en grande partie d'au monde dans notre ville et un nombre considérable d'entre eux étaient à notre hôpital depuis plusieurs mois. Trois-Rivières devient donc à ce moment-là un genre de poste de relais pour l'armée des 13 colonies. On s'y arrête pour reprendre des forces avant de se rendre à Québec pour le long siège qui, je te rappelle, va durer jusqu'au mois de mai. Les Ursulines font preuve d'une grande charité en accueillant ces hommes sous leur toit. Notre hôtel-Dieu servait d'hôpital pendant l'invasion américaine. Non seulement les salles, mais la chapelle elle-même était remplie de malades et de blessés. Le Saint-Sacrement avait été transporté dans la sacristie.
Nos supérieurs ecclésiastiques retranchèrent pendant ce temps tous nos exercices de dévotion, afin de laisser aux religieuses plus de temps à consacrer aux pauvres malades. Pour elles, ce sont des humains au corps meurtri, pas des Américains, pas des Anglais. Ce sont des gens, des hommes qui ont besoin de soins. Puis tellement là, que celles qui soignent connaissent absolument rien du nom ou de la provenance des soldats. La seule qui sait, là, c'est la mère dépositaire qui recueille les noms, les remèdes administrés, puis la durée du temps de séjour. De temps en temps, le capitaine des Bostonnais vient visiter les malades. Il vérifie la liste de noms puis les sommes qu'ils leur doivent. Mère de la Nativité lui montre les documents, lui, il check ça, il approuve, signe en disant que l'argent viendra plus tard, que c'est temporaire. Sauf que soigner du monde, ça se fait pas grâce au bon Dieu, hein? L'argent, ça pousse pas dans les arbres, comme on dit. Un notaire bien populaire aux Trois-Rivières s'est justement rendu chez le commandant américain pour lui demander de payer ce que l'armée devait aux Ursulines. Il n'y a pas d'argent d'arrivée. Monsieur, comment voulez-vous que fassent ces dames? Elles avancent leur argent pour nourrir et soigner vos soldats, et elles ne peuvent être payées. Il est impossible que dans telles conditions, on puisse continuer à prendre soin de vos malades. Eh bien, dites-leur de prendre patience, l'argent arrivera. Je vais donc dire à ces dames qu'elles nourrissent vos soldats avec de la patience. Et nous verrons comment ils seront bien gras. Le montant officiel selon les registres, c'est genre 130 $. Puis 130 $ à l'époque, ça représente une somme considérable. Puis ça, là, c'est juste pour les soins qu'elles ont administrés avant la bataille parce que on connaît pas le montant pour après la bataille. Je pense qu'elles étaient ben trop dans le jus pour prendre des notes. Mais comme il n'y a rien de plus permanent que du temporaire, jamais, au grand jamais, les Ursulines ont vu la couleur de cet argent-là. Bon, OK. Je dis jamais, là. Le 4 juillet 2009, lors du 375e anniversaire de la ville des Trois-Rivières, les Américains ont remis la somme symbolique de 132 $ aux Ursulines. 132 $, 233 ans plus tard. Ouais. Il y a des historiens qui ont essayé de calculer le montant que ça ferait avec intérêt puis tout. Il y en a qui disent que ce serait 5 000 $, puis d'autres arrivent plus à des millions et des millions de dollars. Mais ouais, elles n'auront jamais été remboursées pour ça. Pour le fun, là, moi, je connais une conteuse qui raconte une suite à cette histoire-là avec un hypothétique match de baseball entre les Red Sox de Boston et les Ursulines de Trois-Rivières en 1908. C'est un conte bien le fun, bien drôle, puis ça a l'air que la conteuse est super le fun en plus. Val, arrête. Là, tu parles de toi, la troisième personne. Et moi, en tant que conteur professionnel, je le sais que c'est toi, cette super conteuse-là. Ouais, puis c'est vrai que t'es super, ma chum. Ah, vous êtes donc bien fin. Hey, on va faire comme si c'était pas moi, OK, qui vous avez écrit ces lignes-là? Plus le temps avance, plus le printemps s'installe, puis plus on veut juste la paix. La foutue paix. La maudite paix. On est tanné de la guerre. On veut la paix. Peu importe qui sortira gagnant de tout ça. Le 17 mars, c'est la fête du saint patron des Irlandais. Pourquoi je t'en parle? C'est que ben des soldats américains étaient de souche irlandaise, puis qu'on les a vus célébrer cette fête-là à Trois-Rivières. Les soldats irlandais portaient des rameaux de sapin à leur chapeau. Les officiers portaient une aigrette artificielle. La bannière à l'ombre de laquelle marchait cette troupe n'était qu'un mouchoir de soie troué. Rendus en face du monastère des Ursulines, ces braves Irlandais poussèrent 3 vigoureux hurrahs. En hommage aux religieuses dont les soins dévoués aux malades ne leur étaient pas inconnus. Le soleil de mai commence à réchauffer le Québec, puis le siège qui se déroulait dans la vieille capitale finit par finir genre le 6 mai 1776. Les troupes britanniques arrivent en renfort et font fuir dans les jours suivants. Les Américains qui rebroussent chemin abandonnent leur position. Pour s'assurer qu'une nouvelle invasion n'arrive pas par le sud, l'aide des soldats allemands est demandée par les Britanniques. Coucou, Frédéric, Charlotte, Louise von Massow, Raille des ailes de l'épisode 16 du balado qui arrive un peu plus tard. Les Américains quittent aussi Trois-Rivières et laissent leurs malades chez les Ursulines, dont 4 étaient des officiers.
Le 4 juin, il y a un détachement de soldats américains posté à Nicolet. Des soldats voulaient s'emparer du capitaine de milice et de ses 2 beaux-frères, mais ils ont réussi à s'échapper. Une des Ursulines raconte que Mon grand-père me rappelait souvent dans mon enfance les scènes de cette époque, et particulièrement de cette heureuse évasion. Comme les fugitifs étaient poursuivis par les ennemis, l'homme passa devant sa maison sans pouvoir y entrer. Sa femme, sachant que les Yankees pillaient à qui mieux, avait caché quelques hardes d'enfants dans le siège d'une carriole. Quelques heures après le départ de son mari, elle vit sa maison cernée de tous côtés. Un officier y pénètre le premier et demande à Mme Bellarmine de lui livrer tous ses papiers. elle, j'ai réussi à trouver son nom. Son nom, c'est Marie-Antoinette Pinard. Elle lui remet aussitôt un coffret où l'on conservait les papiers de famille, contrat de mariage, etc. Et en un clin d'œil, toutes ces feuilles, après avoir été minutieusement examinées, tombent éparses dans le milieu de l'appartement. Ne trouvant pas ce qu'il cherchait, l'officier se retira avec sa troupe. Marie-Antoinette Pinard Bellarmine, inquiète de ses effets, alla aussitôt voir à sa cachette. Le linge d'enfant déposé au fond de la carriole avait disparu. Sans perdre un instant, elle va porter plainte au commandant et lui remet un billet pour l'un de ses officiers. À cette heure, tous les soldats faisaient double haie le long de la voie publique près de la maison. Sans se laisser intimider, cette femme intrépide passe à travers les baïonnettes et remet le billet à son adresse. L'officier lui répond qu'elle recevra sous peu ses effets et que si elle désire voir le châtiment du coupable, elle n'a qu'à se rendre à 9 heures au bosquet de pins, qu'elle le verra fouetter. Cette habile ménagère tenait plus à ses hardes qu'au spectacle de ce genre. En effet, elle reçut son petit paquet et le lendemain, elle vit à son grand plaisir décamper l'ennemi. Tu sais, quand je vous disais que les madames se laissaient pas faire, là, ben c'est ça. C'est le genre d'anecdotes qui font partie de l'histoire, mais c'est fou à quel point c'est jamais raconté, jamais. C'est un peu pour ça que Team Madame existe, hein, finalement. Enfin bref. Les Américains sont en place sur la rive sud du fleuve. Dans la nuit du 8 juin, ils décident de traverser le lac, direction la Trifluvie. 1800 soldats bostonnais sont guidés par 2 Canadiens qui prennent leur parti. Un est marchand à Rivière-du-Loup, Louisville aujourd'hui, l'autre est un cabaretier de Yamachiche. La traversée se fait un peu tout croche parce que les soldats accostent à Pointe-du-Lac finalement. Ça, c'est pas mal plus loin que ce qui était prévu. Ils arrivent aussi un petit peu plus tard, à 2 heures du matin. L'objectif, c'est de prendre Trois-Rivières, prendre les troupes britanniques par surprise. Donc, selon leur stratégie, c'est de faire ça avant l'aube. Et ça part mal en maudit quand tu prends du retard dès le début. La lune est dans son dernier quart de lune. Les soldats marchent dans la nuit avec environ 40 % de luminosité. Lorsque les troupes débarquent, ils suivent le chemin longeant le fleuve, mais la luminosité pourrait les faire voir par les soldats britanniques, ce qui fait qu'ils s'enfoncent donc un peu dans les boisés pour conserver, ils espèrent, l'effet de surprise. Les 2 Canadiens décident donc de cogner chez les Gauthier, frères du beau-frère du cabaretier. Ils forcent l'époux de Joseph à les guider en pleine nuit. Joseph Girard est né le 22 mars 1733 à Trois-Rivières. Quand les Américains débarquent chez eux, elle a genre 43 ans. Elle a une sœur plus jeune qu'elle, de 6 ans, Pétronille. Joseph s'est marié à l'âge de 20 ans, puis lui, il en avait 34. Les épousailles se sont faites à l'église paroissiale de l'Immaculée Conception de Trois-Rivières le 25 février 1754. Les deux auront 10 enfants. Joseph vivait sa petite vie tranquille avant cette nuit du 8 juin 1976. Les 2 époux devaient assurément dormir à point fermé à ce moment-là. Ça cogne à la porte. Monsieur sort, discute avec les Américains, il est forcé de les conduire jusqu'aux Trois-Rivières, mais lui, c'est un fidèle de la couronne. Les soldats l'ont autorisé à retourner dans sa maison pour s'habiller plus chaudement. Il devait être sorti simplement en queue de chemise. Puis moi, je me suis amusée à imaginer la discussion qu'il y a eue avec Joseph à ce moment-là. Bon Dieu, mon mari, peux-tu bien me dire ce qui se passe? C'est les Américains! C'est le frère de ma belle-sœur qui est là avec l'époux là, de Marie Ranteau, les tourneaux. Ça me fait toujours bien rire de nommer les messieurs selon leur madame. Qu'est-ce qu'ils veulent, matin? Ça couche qu'on m'assise.
Ils veulent que je les guide jusqu'aux Trois-Rivières, mais j'ai pensé à ça, puis je vais les guider, là. Pas par le fleuve, non, on va passer par le chemin de Sainte-Marguerite, par l'arrière des Trois-Rivières. Pas fou. Hey, mais ça va être terriblement long. Puis si jamais, là, ils s'en rendent compte que t'es berne, ça, c'est une bonne idée. Ils vont être obligés de passer par les marécages, eux autres, pour se cacher. Hey, c'est boiteux sans bon sens, puis plein de maringouins de ce temps-là. Avec la montée des eaux qu'on a eue ce printemps, c'est complètement dégueulasse. Ah, justement, ça va être plus long. Puis là, ils vont se fatiguer. Puis pendant ce temps-là, toi, tu vas aller cogner sa porte du capitaine de la milice à Pointe-du-Lac. Ah ouais, puis lui, il va pouvoir avertir les troupes britanniques de se tenir prêtes. Hey, c'est ça. C'est ça, c'est exactement ça. Dis-leur de se rendre près de la pointe, là, du coteau Saint-Louis. Ah, maudit que je t'aime. Et je me félicite d'avoir choisi un bon, beau puis brillant mari comme toi. Et bravo, bravo à moi. À ce moment-là, Joseph s'habille. Son époux sort, lui aussi habillé plus chaudement. Les soldats suivent sans savoir qu'ils sont en train de se jeter directement dans la gueule du loup à 14 kilomètres plus loin. Joseph attend que les troupes soient parties avec son mari, puis à son tour, ferme la porte de sa maison doucement pour pas faire trop de bruit, puis se dirige vers le chemin qui longe le fleuve. À pas de course, elle parcourt le 1,6 km qui sépare sa maison de celle du capitaine de milice. Capitaine, les Bostonnais, ils sont là. Ils sont pas avec moi, là. Ils sont partis avec mon mari. Il est en train de les faire passer par le chemin Sainte-Marguerite. Avertissez les autorités de se rendre à la pointe du coteau Saint-Louis. C'est là qu'il va les amener. Selon les sources, la bataille se serait produite quelque part entre ce qu'on appelle à Trois-Rivières le Cinq-Coins, puis le Pont-le-Jeune, d'une part, et de l'autre côté, la Côte-Plouffe, ou celle qu'on appelle aussi la Côte à deux fesses. Les Anglais se trouvaient soit en haut, soit en bas de la côte, là, c'est pas trop clair, puis un petit détachement de miliciens qui, eux, se battaient pas à l'européenne, mais pratiquaient plutôt ce qu'on a appelé la guérilla, étaient présents. Il y en a même qui ont croisé la route des Américains avec leur guide, ce qui fait que les soldats des 13 colonies se sont enfoncés dans les marécages avec plein de maringouins. Là, si tu veux connaître tous les détails de cette nuit-là à Trois-Rivières, je te conseille d'aller consulter la revue Patrimoine trifluvien de Patrimoine Trois-Rivières qui se trouve dans le descriptif de l'épisode. Tu vas avoir le tout super bien détaillé. Au final, le combat dura 2 heures dans un ratio de 2 Britanniques pour 1 Américain. Américains fatigués, épuisés, apeurés. On se rappelle qu'ils ont traversé le fleuve puis qu'ils ont marché dans des marais. Ils devaient être complètement vêlés. À la fin de la bataille, au total, ce seront entre 200 et 300 Bostonnais qui seront morts ou blessés. Puis on compte une douzaine de blessés et aucun mort du côté britannique. Ce qui est spécial, là, comme je te racontais un peu plus tôt, c'est que les Ursulines n'ont rien écrit concernant les entrées des blessés, des soldats blessés à la suite de la bataille. Mais on se doute bien là, que c'était parce qu'elles étaient ben trop dans le jus pour noter tous ceux qui arrivaient pour se faire soigner, mais... Depuis le jour de la bataille donné le 8 de juin, il sort du bois des Bostonnais dont quelques-uns sont blessés et plusieurs sont morts. En conséquence, un parti de Canadiens sont allés dans le bois pour faire la recherche des blessés pour les amener en ville. Le 10 juin 1776, les Bostonnais sont officiellement en déroute et quittent Trois-Rivières. Les Bostonnais finissent par rentrer chez eux puis oublier l'idée de faire embarquer les Canadiens dans leur lutte pour la liberté et surtout le projet d'envahir la province of Québec. Tout ça pour dire que sans l'apport de ces femmes, les Augustine et Marie Barbloiselle à Québec et les Ursulines et Joseph de Girard, l'histoire pourrait être bien différente. Que grâce au témoignage des communautés religieuses, plusieurs actions de d'autres madames seraient restées complètement dans l'inconnu, d'un côté comme de l'autre, en faveur des Bostonnais ou des royalistes. Puis que je trouvais ça pertinent de se rappeler que des team madames, c'est oui des femmes qui font des choses hors du commun, comme Baboche puis Girard, mais aussi des femmes comme celles qu'on voit dans le quotidien, des femmes qui résistent, s'organisent puis qui sont là et aident.
Parce que c'est ça des Team Madame. Dans les conflits armés, même si elles ne prennent pas nécessairement les armes, elles sont là, puis elles n'ont pas juste écopé. Au contraire, elles sont debout, elles sont fortes et elles sont fières. Fières québécoises et fières trifluviennes. On se donne donc rendez-vous les 13 et 14 juin 2026 du côté du Moulin seigneurial de Pointe-du-Lac pour ce grand événement qui va commémorer le 250e anniversaire de la bataille des Trois-Rivières lors de l'invasion américaine de 1775-1776. J'ai hâte de vous y voir. À bientôt! La bande sonore est une composition originale de Dominique Brouillard. Le visuel du balado est une création d'Ève Courtois, illustratrice. Dans le rôle des soldats, Jean-Philippe Marcotte de Personnaré, vulgarisation historique. Dans le rôle d'Antoine Gauthier et du notaire Badaud, Marc-André Fortin. À la lecture des Annales des Ursulines de Trois-Rivières, mais aussi à l'interprétation des personnages féminins, Marie-Noëlle Grenon. Dans le rôle de Joseph de Girard, à l'idéation de Team Madame, à la recherche, à l'animation, rédaction, scénarisation, montage, moi-même, Valérie Deschamps.